Malheureusement, mon deuxième site internet préféré, parce que c'est pas le premier, il est inactif. Donc, ce que cela veut dire, c'est que aujourd'hui, nous allons apprendre comment contrôler à 100% notre propre outillage pour jouer avec la gouvernance à partir de chez nous ou d'un serveur cloud-based. Je vais juste attendre que quelques personnes de plus se rejoignent à nous et on va tous ensemble déterminer qu'est-ce que vous préférez entre utiliser vos ordinateurs personnels ou euh, une instance qui est cloud-based. Par exemple, euh, Google Cloud, par exemple, simplement. Ou OpenSea, ou peu importe. Voilà, voilà. Je crois que ça fait déjà 3 mois que je suis sur la version d'essai sur Google. J'ai eu 4 instances. Je crois que j'ai un autre dans le pre-prod, sur SanchoNet, sur le serveur privé, et je m'en suis même servi pour le serveur local. J'ai toujours pas payé une scène. Parce que quand vous ouvrez un compte, il vous donne 400 dollars américains de crédit. Et je crois qu'il me reste 100 dollars dessus. Donc quand que je vais atteindre zéro, je vais tout fermer ça, tout simplement. Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? Parce que là, on peut pas se servir de la gouvernance pour SanchoGov.tool. Donc, je vais vous montrer, si vous ne le savez pas déjà, comment se créer un node. Il y a la manière rapide, la manière lente. La manière lente, c'est de compiler directement à partir du code source, qui est beaucoup plus sécuritaire puisque vous le faites vous-même. Sinon, on peut tout simplement aller chercher les fichiers binaires, directement les fichiers exécutables, directement sur le site, puis les installer sur nos ordinateurs. Soit on le fait sur nos ordinateurs personnels, soit on utilise un serveur cloud qui va gérer les ressources par eux-mêmes. Avantages et inconvénients quand vous le faites à partir de chez vous, ça vous coûte absolument rien puisque c'est votre ordinateur personnel. Si vous le faites à partir de serveur cloud, exemple Google, vous avez 400 dollars de crédit, sauf que, tout comme moi, je vous conseille fortement de tout simplement arrêter ça avant que vous atteigniez le zéro, parce que là, après ça, ça va être débité de votre carte de crédit. Mais comme je vous dis, ça fait 3 mois que je m'en sers, j'ai toujours pas fini d'utiliser mes crédits. Ça fonctionne très bien, c'est super amusant même, et vous pouvez vous en servir de votre téléphone. Donc, beaucoup de belles options. Je vais encore là m'adapter à ce que vous choisissez. J'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer, peu importe la méthode. Donc, je vous laisse ça entre les mains. Est-ce que vous voulez qu'on utilise un serveur cloud ou est-ce que vous voulez qu'on installer un autre directement sur vos ordinateurs personnels? Encore là, il y a des prérequis. Je vous dirais 4 gigs si vous ne compilez pas les fichiers exécutables par Haskell. Sinon, c'est 8 gigs de mémoire vive minimum si vous le faites. Pour le testnet toujours. Oui. Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas si vous me captez très bien. Oui, En fait, euh, le faire sur nos machines locales, ce serait l'idéal, hein, parce que euh, personnellement, j'ai déjà testé cela. J'ai OK. déjà fait un pre-prod. J'ai même fait les previews avant qu'ils ne crashent et qu'on ne puisse produire les pre-prod. Ça, j'ai déjà essayé. Mais les soucis que nous avons localement ici, c'est que d'abord, la bande passante n'est pas vraiment très bonne. OK. Lorsqu'on Oui, lorsqu'on compile, parfois, bon, la compilation, la synchronisation, c'est plus la partie qui prend un peu cher. Et généralement, ici, on n'a pas vraiment accès à la fibre optique. On a plus l'habitude d'acheter de la connexion en utilisant les données mobiles. Et ce n'est pas vraiment offert à tout le monde. Donc, si chacun s'essayait de l'installer localement, il risque de gaspiller toute sa connexion Internet dans ce Oh, sens-là.
Oui, 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 ok, je comprends. Ouais. Donc, un cloud base, c'est sûr que le cloud base va être fiable à ce niveau-là. Oui. Euh, la connexion entre vous et le cloud base, puisque dans le fond, en réalité, c'est comme si vous aviez la télécommande de la télévision, mais vous ne contrôlez pas la télévision. Ben, vous la contrôlez, mais vous voyez ce que je veux dire? La Ouais. télévision va continuer de fonctionner si la télécommande ou le lien entre la télécommande et la télévision brise. La télévision va continuer de fonctionner. Euh, Ouais. oui, on peut y aller avec un cloud base. Je peux vous expliquer tout ça rapidement. Et Est-ce que, vous je, nous... s'il vous plaît, Oui. est-ce que vous pouvez montrer les trois options là dont vous aviez parlé, notamment avec Google Cloud. L'autre, c'était quoi? OpenSea et c'est pas une autre solution que vous avez proposée. Comme ça, même si on le fait avec Oh, une solution, peut-être que les gens peuvent s'adapter et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. ben, c'est sûr que Cloudbase, j'ai nommé Google parce que je l'aime bien, mais il y a Google, il y a Amazon Web Service, il y en a vraiment plein, il y en a énormément. Je ne les connais pas tous non plus. Amazon Web Service, je vous le déconseillerais, c'est extrêmement cher. Puis, il n'y a pas vraiment d'essai gratuit. Dans le fond, en réalité, moi, j'utilise Google Cloud parce que je profite de l'essai gratuit. J'ai jamais payé pour l'instant avec Google Cloud, donc ça vous permettrait de pratiquer autant que vous voulez. Puis dès que c'est fait, ben vous arrêtez tout ça et vous ne déboursez pas un rond de tout. C'est ça que j'aime bien parce que ça permet. Ça fait quand même 3 mois que je m'en sers. Je fais même des tutoriels avec. J'ai jamais payé. Je donne littéralement 400 dollars de crédit. C'est surprenant. Puis tout simplement, ben, je ferme mes services avant la fin et je ne me ferai pas débourser quoi que ce soit de ma carte. Mais ça nécessite une carte de crédit. Il Ah oui. faut vous la fournissiez, mais il débite absolument rien dedans. C'est juste que Mhm. n'oubliez pas, c'est ça qui est dangereux. Faut pas oublier de l'arrêter. Euh, ok, donc les options, on en a plusieurs. Donc, encore là, mais je ne peux pas toutes les expliquer, je peux peut-être les décrire rapidement. Vous avez le choix. Soit vous utilisez, je vais d'ailleurs ouvrir ça peut-être dans une fenêtre privée, Google Cloud. Est-ce que la session est enregistrée? Parce que, bon, peut-être qu'on ne va pas suivre, mais on peut euh, revoir la vidéo après. Ah oui, 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 c'est enregistré, là, puis il n'y a pas de problème, c'est pas live, donc s'il y a des choses que vous voulez que je coupe, vous n'êtes pas à l'aise ou vous avez peut-être partagé une information que vous n'auriez pas voulu, envoyez-moi un petit message direct, je vais couper ça, pas de problème, dans la vidéo, il n'y a aucun problème. Euh, Où est-ce qu'elle est ma petite devise? On va partager celle-ci. Donc, ah puis en plus c'est en français, regardez, le cloud réinventé. Euh, donc tout simplement, vous avez ici essai gratuit. Euh, oui, ça c'est pour les clouds, c'est vrai. Si vous voulez le faire à partir de votre terminal, je vais les montrer sur cardano.org. Vous avez ici. Donc, vous voulez le faire à partir d'un terminal, que vous avez un système d'exploitation Linux, un vrai jeu d'enfant. Linux, c'est le plus facile. Peut-être pas d'utilisation, mais pour installer un autre, c'est vraiment génial. Mais vous n'avez peut-être pas un ordinateur Linux. Donc, encore là, Cardano.org, développeur. Vous cliquez sur Start Building on Cardano. Vous descendez un peu. Développeur portal. Et là, vous allez faire Get Started. Ici, à gauche, on a Cardano Component et on va cliquer sur Installing Cardano Node. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on descend un peu, vous voyez les trois systèmes d'exploitation ici, selon ce que vous avez avec votre ordinateur. Encore là, pour le testnet ou SanchoNet, on va y aller avec SanchoNet. Les prérequis sont très bas, étant donné que je peux peut-être faire une brève explication. Quand vous créez des portefeuilles ou vous avez des certificats sur la chaîne,
Tout ça, ça vit. Oui, je vais répondre tout de suite après. Tout ça, ça vit dans un UTXO, dans un Unspent Transaction Output. Et tout ça, ça vit dans la mémoire du node. Donc, en gros, plus il y a de portefeuilles, plus il y a d'adresses enregistrées, plus il y a de UTXO sur la chaîne, plus ça bouffe de la mémoire. Et sur le mainnet, on est rendu actuellement à, comme vous le voyez ici, 24 GB de RAM. C'est le minimum. Encore là, un confortable montant serait probablement 32 pour l'instant. C'est pour ça que sur le testnet, étant donné qu'on a une autre chaîne, on a complètement une autre chaîne, donc beaucoup moins longue, beaucoup moins de portefeuille, puisque c'est pas tout le monde qui teste sur le testnet. Les prérequis sont beaucoup plus bas. Il y a très peu de portefeuilles, il y a très peu de choses qui vivent sur les UTXO. Donc 4 GB à 8 GB, c'est parfait. Donc, un ordinateur personnel, la plupart du temps, ça suffit. Si vous avez un ordinateur portable, par exemple, qui a seulement 4 GB dedans, ça fonctionne aussi, mais par contre, je ne vous conseillerais pas de compiler le code. Je vous conseillerais de tout simplement télécharger les exécutables directement. Je vais vous montrer les deux méthodes. En réalité, la méthode pour télécharger les exécutables sont très faciles et c'est très rapide. Sauf qu'au niveau de la sécurité, c'est un petit peu plus vaseux puisque, bon, toujours, il y a quelque chose qui peut se produire entre l'endroit, le domaine sur lequel vous vous le procurez et chez vous. S'il y a un malfaiteur ou un malfrat qui modifie le fichier en cours de route, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes et c'est ça. Donc, la façon la plus sûre, c'est de compiler directement à partir du code source. Quelqu'un avait une question. Oh, attendez, j'ai des gens qui veulent participer. Donnez-moi une seconde. Voilà. OK. Bon, je parle encore un peu trop. Olivier, est-ce que tu avais une question? Tu as levé la main, je crois. Juste m'assurer. Je parle beaucoup trop. Vous pouvez me couper. Faites comme Paul. Plongez dans le sujet et coupez-moi. N'hésitez pas. Parce que sinon, je ne vais pas arrêter de parler. Je m'arrête plus. Olivier, oui, Olivier. Oh, OK. Si tu as une question, n'hésite pas. Embarque. Je crois que tu as peut-être accroché la. OK, donc, si ça va pour tout le monde, je vais utiliser la méthode cloud. Mais sinon, encore là, vous avez les options ici. Et voilà. Donc, encore là, je vais peut-être vous partager le lien rapidement ici. Ça, c'est si vous voulez le faire. Mike, Oui. s'il vous plaît. Désolé de vous interrompre. Et j'ai écouté Paul demander si vous pouvez enregistrer la session. Je ne sais pas si vous le faites Oui, 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 ou si ce n'est pas possible. oui, c'est C'est en pas train. grave. Non, non, c'est déjà en train d'enregistrer. Je vais juste réitérer Merci. rapidement. S'il y a des choses que vous dites, peut-être que vous ne voudriez pas qu'ils apparaissent sur la vidéo, envoyez-moi un message, je vais l'enlever. C'est pas live, donc je vais recompiler et ajuster au besoin si par accident vous soumettez des informations que vous n'auriez pas voulu, qui sont peut-être d'ordre privé. Il n'y a pas de problème, je vais tout enlever ça. J'ai envoyé un lien. Donc, si Merci. vous voulez construire votre node localement, la procédure est inscrite dans ce lien-là, dépendant du système d'exploitation que vous avez, Windows, Mac ou Linux. Linux, extrêmement simple. Pour vrai, vous ouvrez un terminal et vous tout simplement faites tout ça. On va le faire par Linux puisque notre serveur cloud va rouler sur Linux. Si vous avez un ordinateur Windows, très commun, ce qu'il y a ici, il n'y a pas de procédure en tant que telle, mais ce qu'il vous conseille de faire, c'est d'utiliser le Windows Subsystem for Linux, que je pourrais peut-être décrire éventuellement dans une vidéo. C'est tout simplement vous activez une instance Linux à l'intérieur de votre Windows et vous tout simplement installez Ubuntu à l'intérieur de celui-ci. Et à partir de là, vous pouvez construire un node directement dans votre Windows. C'est très utile pour le testnet. Tout ça, c'est extrêmement génial pour le testnet pour tester, mais n'utilisez pas cette méthode pour le mainnet. Ne faites pas ça. Absolument pas.
Ne créez jamais de portefeuille à l'intérieur d'un node qui est connecté à Internet ou d'une instance ordinateur qui est connectée à Internet. Toujours, toujours, toujours. Générez ça à partir d'un environnement froid qui est isolé d'Internet, que tous les kernels ont été désinstallés, il n'y a pas de carte de networking, absolument rien. Vous avez tout désinstallé ça, vous avez absolument tout bloqué. Peut-être quelque chose à expliquer éventuellement aussi. Donc, on va peut-être commencer par le node. Sinon, je m'écarte encore beaucoup. Donc, Cloudbase. OK. Peut-être que ce serait bien de faire une étape à la fois. Puisque vous, comme je ne sais pas si c'est Boaz ou Paul qui a mentionné, vos connexions Internet ne sont pas fantastiques forcément toujours pour la synchronisation d'un node. À ce moment-là, Cloudbase, ça peut être très intéressant. Donc, je vous montre rapidement. Commencez essai gratuit. Et là, vous vous inscrivez tout simplement votre email. Votre email, vous trouvez un mot de passe si vous n'en avez pas déjà un. Vous pouvez utiliser votre compte Google. Et là, on va vous demander de mettre votre carte de crédit. Et il n'y a absolument rien qui va être débité de votre carte de crédit. Et vous aurez 400 $ américains de crédit et je crois 5 à 6 mois d'essai. C'est tout ce qu'on a de besoin pour vrai. Si on a une session comme ça à tous les vendredis, celle-là est spéciale, mais à tous les vendredis, puis qu'on replonge là-dedans, c'est tout ce que vous avez de besoin pour apprendre absolument tout ce que vous avez de besoin à savoir, pour ensuite, si vous voulez, construire tout ça localement, directement dans votre ordinateur. Puis au final, vous payez absolument rien. Donc, encore là, moi j'ai un compte. Je vais. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai un compte et là, en ce moment, dans mon instance, il me reste 100 $. Ça fait déjà très longtemps que je m'en sers. J'ai fait plusieurs vidéos. Ouais. Peut-être vous montrer rapidement. OK. Donc, ça c'est pour ça. Une fois que vous êtes connecté, vous allez aller dans voilà. Yep là. OK, donc là, je vous montre. Je vais retourner au menu principal. Voilà. Donc ça, normalement, c'est ce que vous êtes supposé voir. Sinon, en haut, vous allez voir console. Vous cliquez sur console, en haut ici, et ça va vous amener directement ici. Moi, ça s'appelle My First Project, mais ça peut être n'importe quoi pour vous. Donc voilà. Et en haut à gauche, vous allez cliquer sur les trois petites barres et vous allez aller dans Compute Service. Hey, je peux peut-être mettre ça en français, hein, ça sera peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être préférence. Langage. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Fantastique. Français, français. Et voilà, save. Mais c'est merveilleux. Super. Donc on retourne à Google Cloud. Bienvenue! Yeah, on a ça en français. OK. Donc, vous êtes dans votre menu principal. Vous pouvez aller ici, dans les trois petites barres. Et vous allez ici dans... Ah, mais c'est en anglais quand même. Compute Engine. Ah, mais c'est quoi ça? C'est vraiment triste. Compute Engine, en anglais. Et en haut, instance de VM. VM pour Virtual Machine. Vous allez cliquer là-dessus. Et là, bien sûr, moi, j'ai trois instances. Un pour CenturyNet, le testnet privé et PreProd, qui sont des testnets. Donc, j'ai absolument aucun problème avec le fait qu'ils soient compromis. Si cela arrive, on fait juste flusher, remplacer, peu importe. Vous allez donc ici en haut créer une instance, puisque vous n'en avez pas déjà. Donc, on donne un nom ici en haut, rapidement. Je vais l'appeler, pourquoi pas, tutoriel. Pas de majuscule, pas de caractère étrange, pas d'espace. C'est le nom de votre instance. Ici, la région. Vous pouvez choisir la région où ce que vous le voulez.
Donc, ça peut être en Europe, ça peut être ici, on a Asie. Je vous conseille de chercher quelque chose de local, tout de même assez proche. Moi, je vois ici Afrique du Sud. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres pays d'Afrique? Non, j'en vois pas. Mais probablement que vous allez en voir d'autres, là. J'ai peut-être pas accès. On a une question d'Olivier. Oui, je voulais juste te demander si sans carte de crédit, on ne peut pas accepter même un compte gratuit, parce que je vois quelque part on me dit carte de crédit, si c'est le numéro de carte de crédit. Oui, il faut que tu la mettes. En réalité, ils se servent de ta carte de crédit comme identifiant parce que la raison est simple. Moi, je peux créer une nouvelle adresse email sans problème et tout simplement constamment profiter du 400$ de crédit. Donc, si on veut, ils vont te traquer ou te détecter à partir de ta carte de crédit. Donc, tu ne peux pas tricher le système à utiliser le 400$ après 5 mois et te repartir un autre compte avec la même carte de crédit. Ça ne fonctionnera pas. À moins que vous ayez d'autres amis qui. En tout cas, ça, je vous laisse à vous, là. Mais c'est plus une méthode de détection. Tu vas mettre, tu vas mettre une carte de crédit, mais ils ne vont pas débiter de la carte de crédit. Comme je vais te donner un exemple rapidement. Je vais aller voir dans facturation ici. Et comme on peut voir, il me reste 134$ sur le 400. Et ça fait quand même très longtemps que je m'en sers, là. Vous voyez, là, sur 410$ canadiens. Donc, ça se terminerait le 28 août dans mon cas. Donc, 36 jours restants. Mais je m'en suis servi beaucoup, là. J'ai toujours pas déboursé quoi que ce soit de ma carte de crédit. Et lorsque c'est fini, vous voyez, vous n'êtes pas facturé pendant l'essai gratuit. À la fin de l'essai gratuit, toutes les ressources que vous avez créées au cours de l'essai seront interrompues. C'est bien ça. Donc, ils ne vont pas débiter de votre carte de crédit. Rien ne vous est facturé, sauf si vous passez à un compte de facturation cloud payant, qui se trouve être le bouton Activer ici. Donc, si j'aime les services, ça se peut, je peux l'activer, mais ils ne vont pas débiter de votre carte de crédit. Moi, ils n'ont rien pris du tout. Je peux m'amuser autant que je veux avec, puis je m'amuse en masse, là. J'ai utilisé les Database Truncator. On peut construire un, un Mithril Signer, Mithril Client. On peut tout apprendre ça sans problème, tout à fait gratuitement. C'est vraiment génial. Mais encore là, ils s'en servent pour vous identifier en réalité, là. C'est un peu un lien vers vous, puisque n'importe qui peut créer un nouveau mail à partir de rien, puis profiter constamment de ce 400$-là. De ce 400$-là qui vous est fourni. Donc, pour éviter de profiter du système, c'est pour ça qu'il vous demande une carte de crédit. Puis en même temps, quand vous activez, ben, si vous aimez le service, vous voulez le garder, commencer à débourser, à payer pour le service, ben, tout est déjà inscrit à l'intérieur de votre compte Google. Donc, c'est ça pour ça. Je vais retourner à mes instances. Oh, ça l'a annulé, donc je vais refaire créer. Donc, rapidement, tutoriel, on va l'appeler tutoriel. Et dans mon cas, je vais le mettre le plus proche de chez nous, qui est ici, Montréal. Donc, je prends une instance près d'où ce que je suis, tout simplement. C'est une meilleure communication. Donc, ici, si on descend un peu le type de machine, ici, ce qu'on a, c'est 1 à 2 threads, 4 mémoires vives, 4 gigs de mémoire vive, c'est pas génial, c'est pas suffisant pour ce qu'on veut. Donc, je vais aller dans Standard et on va ici prendre celui-ci, ici, je l'aime bien. 2 cœurs, 8 gigs de mémoire, c'est parfait. C'est juste parfait. Donc, je vais utiliser celui-ci. 8 gigs de mémoire. Et ici, on voit la facturation, 54,95 environ mensuel, qui encore là est pris directement de votre 400$. Donc, si vous faites le calcul rapide, c'est autour de 4 mois d'utilisation, autant que vous voulez, tout à fait gratuitement. Donc, OK. 2 cœurs, c'est ça, non, 1 cœur, 2 CPU, ouais, 2 threads, 8 gigs de mémoire vive, amplement suffisant. Ici, on va descendre disque de démarrage.
On va faire modifier. Et là, en haut, je vais sélectionner en descendant Ubuntu. On va utiliser Ubuntu, qui est le système d'exploitation. Ici, vous avez le choix. La version 20.04 fonctionne bien. Je me suis amusé avec la version 22.4 aussi, un peu plus récente. Bien important d'utiliser AMD 64 ici, pas une instance ARM 64. On va prendre x86-64. Et voilà. La taille du disque, 10 GB, c'est pas suffisant. Peut-être, je crois, autour de 60 à 80, c'est très bien. Je vais y aller à 80, pourquoi pas. 80 GB de mémoire, c'est tout ce qu'on a besoin pour un node sur le testnet. Encore là, si vous allez sur le mainnet, c'est beaucoup plus. Je vous conseille peut-être pas forcément de faire ça avec une instance cloud si vous n'avez pas l'intention de payer. Donc, on peut tester en masse. Comme ça. 80 GB, ça devrait être plus que suffisant. Donc, on descend. Tout est beau. Fantastique. J'ai plus rien à inscrire. On fait créer. Et il va créer mon instance. Et ici, bon, c'est sûr, moi j'en ai d'autres, mais elle va tout simplement se rajouter à votre liste. Donc, on attend un petit peu. Ça ne devrait pas être trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, c'est créé. Aussi simple que ça. On clique dessus. Tutoriel. Et ici en haut, on voit SSH. Donc, on va s'y connecter directement à partir du browser. Ça va ouvrir une fenêtre que vous ne voyez pas, manifestement. Je vais la sélectionner. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Automatiquement, ça apparaît. Et hop là! Vous avez votre serveur. Et voilà. Donc, on a un serveur cloud utilisable pour installer le node. C'est fantastique. Première chose à faire, on va la mettre à jour. Donc, je ne vais peut-être pas forcément expliquer toutes les fonctionnalités. Sudo pour Super User Do, lorsque vous voulez faire des tâches administratives sur une instance Linux. Sudo apt update pour lister les mises à jour. Et je crois qu'il y en a quelques-unes. Encore là, c'est enregistré, donc vous pouvez repasser la vidéo et peser sur pause pour chaque étape. Et ensuite, on va faire sudo apt upgrade. Une fois qu'ils sont listés pour pouvoir les installer. Et on va faire yes. Et automatiquement, il installe tout ce qui a besoin d'être installé. Et on fait clear pour que ce soit propre. Et voilà, nous sommes maintenant prêts à suivre l'installation. Donc, ce que je vais faire cela comme ça. Et je vais, yep là, utiliser cette fenêtre. Oups, attendez un petit peu, bougez pas. Comme ça. Et puis là, je vais, de manière habile, partager mon écran. Et voilà. Donc, on a du côté droit notre instance et du côté gauche, bon, un browser, tout ce qui est le plus normal. Et on va commencer à installer notre node. Donc, on retourne sur cardano.org et on va aller dans Développeur Start Building on Cardano. On descend un petit peu. Développeur Portal. Get Started. Et dans Cardano Component ici, on va faire installation du node. On descend un peu. C'est la page que je vous ai partagée dans le chat, en réalité. Et là, ce qu'on a, c'est un serveur Linux, Ubuntu. Donc, on clique sur Linux et on va installer ici les prérequis pour pouvoir débuter l'installation de notre node, qui se trouve à être le compileur C et plusieurs autres choses, exemple curl et tout ce qui pourrait probablement manquer. Tmox, qui est surtout très intéressant aussi à utiliser. Donc, tout simplement, on copie ici pour Debian Ubuntu, on copie et on colle directement
pouvez CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, fonctionne. Et ça va installer tous les prérequis à l'intérieur de votre serveur. Et voilà, c'est fait. C'était rapide. OK, donc, comme vous le savez déjà, probablement, le node de Cardano, c'est un node qui est compilé à l'aide de Haskell, le langage informatique Haskell. Donc, on va devoir l'installer et installer aussi le Cabal. Donc, la commande est ici, celle-ci, pour installer Haskell. Donc, on va utiliser les défauts. Je ne vais pas installer Stack en plus parce que je ne vais pas avoir à programmer avec Haskell. Je veux simplement les utilitaires qui vont être nécessaires à compiler le code du node. Donc, on va peser par défaut sur Entrée, Entrée, Entrée et Entrée. Un petit dernier coup, Enter. Et là, il va télécharger et installer GHCUP, qui comprend le Common Sorry, désolé. C'est le Cabal, qui se trouve être le Common Architecture for Building Applications and Library. Cabal. Et GHC, le Glasgow Haskell Compiler. Là, la version qu'on installe, c'est la version 9.4.8. Sauf que ce qui est recommandé d'utiliser pour le Glasgow Haskell Compiler, c'est la version 8.10.7. Donc, une fois que celui-ci va être installé, on va setter la version à 8.10.7. Mais ne vous en faites pas, c'est tout simplement stipulé un petit peu plus bas ici. J'ai tout simplement pris de l'avance sur ce qu'on aurait à faire. Ah, j'ai oublié de mentionner. Ce qu'on fait là en ce moment, c'est la méthode la plus sûre. Donc, on va compiler le code directement à partir du code source. Tout ce que je fais là, j'aurais probablement pas eu à le faire si on fait juste aller chercher les fichiers exécutables. Pourquoi j'utilise cette méthode-là, je ne le sais pas. Honnêtement, je ne vous ai pas vraiment demandé ce que vous vouliez que je fasse, donc j'ai juste pris la liberté de faire ça. Mais j'aurais pu vous montrer l'autre méthode aussi. Peut-être que je pourrais le faire rapidement. Vous en pensez quoi? Ça va-tu être mélangeant si je fais juste le faire vite vite ou je suis mieux de continuer comme ça? Je pense qu'on peut continuer avec cette approche. C'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure, la plus sûre, la plus... Parce que vous savez en réalité ce que vous installez, là. Puis il n'y a pas de tour de passe-passe ou quoi que ce soit, vous installez directement le code source. Donc si vous êtes suffisamment calé avec Haskell, vous pouvez aussi le vérifier. C'est open source. Cardano est open source, les amis. Donc vous pouvez littéralement aller fouiller dans le code, voir exactement comment que ça fonctionne directement à partir du code de Haskell. Tout est disponible sur le repository de Intersec MBO. Ça a été migré du GitHub de Input-Output HQ vers le GitHub de Intersec. Quand exactement, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est autour de la version 8.0, mais je ne voudrais pas vous compter de menterie. Je ne me souviens plus. Donc, une fois que c'est fait, on a installé GHCUP. On a besoin de redémarrer notre terminal pour qu'il puisse le prendre en considération, puisque si j'écris GHCUP et version, il ne trouvera pas. Donc, tout simplement, on va faire un sudo reboot et on va redémarrer tout ça. Et là, bien sûr, je perds à distance la connexion vers le serveur puisque je le redémarre. Donc, je vais attendre quelques secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je voulais demander si la machine locale perdait la connexion avec les serveurs, est-ce que l'installation va continuer? Par exemple, si on avait déjà lancé, si on était déjà en train de récupérer les binaires. Oui.
Malheureusement, oui. Par contre, si les binaires, c'est pas très long à downloader. Les binaires, là, je crois que c'est 125 MB, ça peut se faire quand même très rapidement. Je crois pas être vraiment inquiète. Si vous compilez le code, oui, ça va briser. Par contre, là, ce qu'on va apprendre à faire, c'est si, une fois que c'est fait, votre node fonctionne sur le serveur, parce que ça va être un Linux service, même si vous déconnectez, le node va toujours fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puisqu'on en a fait un service indépendant qui fonctionne tout seul comme un grand. Pas besoin d'être connecté. Et s'il perd sa connexion de son côté, dès qu'elle redevient disponible, il va la récupérer automatiquement avec les autres nodes. Mon appel finit dans 15 minutes. Je parle beaucoup trop encore une fois. J'ai combien de vidéos? My God, ça passe trop vite. Le temps passe beaucoup trop vite. C'est incroyable. My God, je pense qu'on va avoir juste à peine le temps de commencer à compiler le node. C'est vraiment triste. Je ne sais pas trop si vous êtes toujours disponible, mais on peut faire la méthode qu'on faisait l'autre fois. Recréer un autre appel. Ah Oui, ouais, je oui, peux oui. faire ça. Je peux toujours faire ça. Ou ce que je peux faire, c'est je vais subdiviser ça en. Non, non, je peux. Ouais, je vais faire un autre appel. OK. Donc, je suis retourné dans l'instance. J'ai redémarré. Donc, si je revérifie, GH, CUP, version. Et là, soudainement, il le détecte. Tout est beau. Donc, si on descend un peu, on va maintenant, puisque le GHC version, le Glasgow Compiler est à la version 9.4.8. Je le veux à la version 8.10.7. Donc, je vais installer et setter cette version. Changer de Glasgow de Glasgow. J'ai la misère à le prononcer. Glasgow Haskell Compiler. C'est un petit peu plus long que d'installer les cabales, la librairie. Le compiler est toujours un peu plus long à faire. Quand ça va être le temps de setter les cabales à la bonne version, ça va se faire beaucoup plus simplement. Là, ce que le tutoriel dit ici, c'est erroné pour nous, puisque le tutoriel ici il est conçu pour le mainnet. Mais nous, sur le testnet, on est beaucoup plus à l'avance, puisqu'on a déjà la gouvernance, les derniers nodes et tout ce qui vient avec. Donc, le cabal qu'on va utiliser, c'est la version 3.8.1 et non pas le 3.6.2 comme stipulé ici. Donc, tout simplement, je vais utiliser la même commande, mais je vais modifier la version. Donc, je copie, je colle et je vais modifier ici pour 3.8.1. Et voilà. Yep là. Et c'est fait. Aussi simple que ça. Donc, on valide GHC version. On a la 8.10.7, fantastique. Et le cabal version 3.8.1, fantastique. On a exactement ce qu'il nous faut. Donc, maintenant, on va se créer un dossier dans lequel on va absolument tout mettre nos prérequis, incluant notre node, pour éviter que ça fasse un bordel dans notre serveur. Puisque je ne veux pas absolument tout mettre dans le fichier home. Ça va être un petit peu à la traîne. Donc, créons un dossier, mkdir, make directory, et je vais l'appeler Sancho source pour toutes mes sources files. Enter. Et pour rentrer dedans, je vais faire cd et je rentre dans Sancho source. Et là, vous voyez, je suis
dans Sancho Source. OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va installer Libsodium. Donc, tout simplement copier la totale ici et on va le coller ici. Et voilà. Libsodium étant aussi un prérequis pour installer le node. Plusieurs librairies, aussi des PKG config qui vont nous servir énormément à compiler tout ça. On va aussi avoir d'autres prérequis puisqu'on installe un node extrêmement récent qui est au-delà de la version 1.35 et que cela inclut la possibilité des input endorsers et tout ce qui vient avec, incluant la gouvernance aussi. On va devoir installer je l'appelle le Bitcoin Core, là, mais c'est le libsec 256 qui va inclure les elliptic curves du Bitcoin. Utilisés pour le Bitcoin, pas du Bitcoin, mais bon, bref. Tout ce qui est Bitcoin Core. Dès que cela est terminé. En réalité, je fais juste descendre. Vous pouvez juste suivre tout simplement le tutoriel étape par étape, mais il va y avoir quelques petites modifications spécifiques à nous puisqu'on ne construit pas sur le mainnet. Donc, on va devoir installer BLST, qui n'est pas dans ce tutoriel, mais je vais vous indiquer par où passer, il n'y a pas de problème. Et dans l'enregistrement de la vidéo, dans les commentaires, vous allez avoir également les liens. Donc, ça y est, c'est fait. On est également dans le fichier Libsodium. Donc, je vais faire cd espace point point pour reculer et revenir dans Sancho Source. Donc, si je liste, on voit Libsodium est ici. Donc, on a installé Libsodium. C'est terminé pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le path pour la librairie et les PKG config qui vont être utiles pour l'installation du node. Donc, ce que je vais faire, c'est directement à l'intérieur de mon bash RC. Donc, je vais reculer dans mon home directory. Je vais faire clear pour pouvoir avoir une belle petite vue. Donc, je vais rentrer avec un éditeur de texte Nano ou Vim ou peu importe celui que vous aimez. Donc, sudo, ça pourrait être Nano cette fois-ci. Nano. .bash rc. Le fichier .bash rc, on va aller complètement en bas. On va descendre complètement jusqu'en bas. Et à partir de là, on va ici, copier et coller le path. On va exporter les chemins vers la LD librairie. S'il vous plaît, Mike, moi je ne vois pas votre curseur, je ne sais pas. Ah, vous voyez pas mon curseur? Est-ce qu'il y a juste Olivier qui ne le voit pas? Olivier, je pense qu'Olivier doit se déconnecter, se reconnecter. Parfois, ça fait ça. Oh, OK. Je vais continuer encore là. Il va y avoir un enregistrement. Faites-vous-en pas, les amis. Donc, voilà. On fait juste copier ça ici dans bash rc. Et on va enregistrer. Donc, dans le cas de Nano, pour enregistrer, c'est CTRL X. Et on va faire Y pour Yes et Enter. Donc là, si je veux que mon shell le considère, on va faire la commande source.bashrc. Et voilà. Maintenant, il va considérer les nouveaux chemins que j'ai spécifiés. Olivier, fais-toi-en pas. Si tu ne vois pas mon curseur ou quoi que ce soit, c'est enregistré, donc il n'y a pas de problème. Tu vas être en mesure de le voir par la suite. Donc peut-être ici, ce que je peux faire de ce côté-là, c'est ça comme ça. Ça risque d'être beaucoup mieux. Bon, OK. Où est-ce que j'en étais? OK, on a rajouté les paths, les chemins vers nos librairies et PKG config. Donc, si on descend un peu, maintenant, on va aller à l'intérieur toujours de notre fichier source, Sancho Source. Et on va ici installer le libsec 256K1
de Bitcoin Core. Et là, vous voyez, je n'ai pas copié ça parce que dans le tutoriel, le nom qu'il donne au fichier source, c'est Cardano-SRC. Moi, je l'ai appelé Sancho Source. Ça vous appartient le nom, là. Mais bon, bref, moi, je ne l'ai pas appelé comme ça. Donc, je ne veux pas recréer ou simuler un fichier qui n'a pas rapport. Donc, voilà. On va cloner le repository et ensuite, automatiquement, configurer et compiler le code du Bitcoin Core. Donc, ça va prendre un petit moment. Pendant que ça se fait, je suis mieux de... Non, on pourrait peut-être le faire pendant que ça se fait. Pendant que c'est en train de s'installer, ensuite, la prochaine étape qu'on voit, c'est on va aller cloner le repository du Cardano Node. Ce qu'on va avoir besoin pour compiler le Cardano Node. Sauf qu'il nous manque un prérequis qui n'est pas spécifié dans ce tutoriel-là. Et le prérequis en question, c'est BLST. BLST, on en a besoin pour pouvoir compiler un node qui va travailler avec la gouvernance. Donc ici, dans plus, si je veux trouver un chemin facile pour aller me le procurer, on va aller dans le repository de Input, Output, HKey, et je vais écrire GitHub, dans le moteur de recherche peut-être. GitHub. Voilà. Et on l'a ici, tout simplement. Et là, je vais descendre et je vais aller ici dans le petit moteur de recherche de repository et je vais chercher Cardano Node Wiki. Et on l'a ici, Cardano Node Wiki. Encore là, vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce chemin-là. Je vais le mettre dans les commentaires de la vidéo aussi. Oh, vous voyez ici, l'installation est terminée. Donc, dans Doc, je vais aller dans Getting Started et dans Install. Et là, je vais descendre jusqu'à ce que je trouve BLST. Qui est ici. BLST. Donc, c'est ce qu'on va faire de l'autre côté. Premièrement, je suis dans le directory de libsec. Je vais reculer et retourner dans mon fichier source. Ensuite, je vais copier une commande qui va juste servir à faire un query de la version de BLST à installer. Tout simplement. Et la commande en dessous va installer la version en question et me faire mon fichier configuration également, qui est un autre des prérequis pour le node. C'est fait, j'ai plus besoin de rien faire. Je vais faire cd, ... et je recule. Donc, si je valide, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 3 prérequis. Libsodium, sec 256K1 et mon BLST. J'ai pas besoin de rien d'autre. Donc là, je suis prêt à fermer ça. On retourne ici et je vais pouvoir finalement cloner le repository du node qui est à l'intérieur, ici on le voit, du repository de Intersec MBO. Donc j'appuie sur Enter et ça va cloner le repository du node. Qui, soit dit en passant, va aussi inclure le Cardano CLI, le Command Line Interface. Et voilà. Pium pium. C'est fait. On clear. Toujours à l'intérieur du même. Ici, on a une commande qui va aller chercher la dernière version, la dernière release version, qui est la 9.0.0. Mais si vous voulez vraiment voir toutes les versions que vous pouvez avoir, vous avez qu'à faire git tag.
Et là, vous avez toutes les versions disponibles du Node que vous pouvez avoir. Si vous vous sentez expert, vous voulez une version en particulier, vous pouvez compiler la version que vous voulez. Depuis, à mon avis, pratiquement le début. Mais dans notre cas, nous, on va vouloir la version 9.0.0 qui est ici. Qui est spécifiée automatiquement si vous utilisez cette commande. Comme ça. Vous allez voir, hop là, on switch de branche et on va utiliser la 9.0.0. Donc, c'est celle-là qu'on va compiler. Qui est la version du Node qui va nous permettre de transitionner avec un hard fork vers Chang. Sur le mainnet également. OK. Donc, on est dans la bonne branche. On est prêt à compiler le code. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est Cabal Update pour s'assurer que notre librairie est à jour. Tout est beau, fantastique. Maintenant, on va configurer notre compilation avec le compileur 8.10.7. Ici, tout simplement. Coller. Et voilà. Maintenant, on est prêt à construire nos fichiers exécutables. Donc, on va faire Cabal, Build, le Cardano Node et le Cardano CLI. Comme ça. Et voilà. Et là, je vous dis, c'est probablement une demi-heure à 45 minutes de compilation. Il y a beaucoup de stock. Mais c'est la manière à suivre. Donc, si vous voulez, on peut discuter de tout et de rien maintenant. Parce que ça va prendre un petit temps. Ça va prendre un certain temps à faire. Vous allez voir, ça va défiler, ça va être joli. On va tout télécharger, compiler, tout le nécessaire. Avez-vous des questions? Ah. Personnellement, non. Ce qui est intéressant avec ça, et je crois que Paul ou Boaz le savent déjà, la blockchain qu'on peut construire par la suite, c'est celle que vous voulez. On peut construire la chaîne de SanchoNet, on peut construire la chaîne de Preprod, de Preview, on peut même construire celle du mainnet. La chaîne n'est pas forcément, le node n'est pas forcément lié à une blockchain en particulier. On peut construire la chaîne qu'on veut, le fork qu'on veut. On peut même trunker, ouais, c'est pas un terme francophone, truncater. On peut truncate la chaîne comme on veut. On peut se partir un Cardano classique si on voudrait, en réalité même. Là. Mais oui. Ouais. En fait, Malheureusement, ça sort interrompu pour moi. Je pense que c'est à cause de la connexion. Mais moi, j'aurais voulu qu'on puisse avoir une chaîne congolo-canadienne. Oui, on peut se faire un testnet local. En réalité, ça se fait très bien. Je peux créer un Cardano, puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut créer les règles qu'on veut. On peut avoir des époques d'une heure, on peut... Sky's the limit. On peut faire bon, on appelle ça une sidechain, mais tous les outils sont là. On peut littéralement se créer un Cardano avec les paramètres qu'on veut. Et tout simplement, ceux qui vont dominer cette blockchain-là vont être les opérateurs à l'intérieur de cette blockchain-là. Très intéressant. Oui, pour tester, c'est vraiment génial. Là. Écoutez, il y a tellement d'outils. Là. On a ce qu'il faut, exemple, là, à l'intérieur de Nixshell du Credential Manager, qui est un autre outil. Il y a trois producteurs de blocs virtuels. Et on peut littéralement l'utiliser pour avoir une blockchain complètement locale à l'intérieur de votre ordinateur pour interagir avec la blockchain, faire des tests. C'est complètement local et fermé. C'est aussi un outil vraiment intéressant. Je m'en suis servi beaucoup là, pour tester tout ce qui est le comité constitutionnel par intérim, les votes et tout ce qui vient avec, là, des actions de gouvernance fictives. Rotation de clés et de credentials, c'est vraiment un monde hallucinant tout ça. Là. Quelque chose qui serait très agréable à expliquer parce que pour vrai, j'aimerais ça voir des gens du comité constitutionnel éventuellement provenant d'Afrique. Littéralement une communauté où si vous avez un consortium de votre côté, vous pouvez vous créer vos credentials de votre bord.
vos clés de membership, vos clés de délégation, vos clés de vote à l'intérieur d'un consortium africain et littéralement appliquer dans le comité constitutionnel, puis participer activement à la gouvernance parce que là, actuellement, ce qu'on va avoir comme comité par intérim, c'est 7 voix. 7 voix qui sont à l'intérieur de chacune de ces voix. On est tous des consortiums ou compagnies. Donc, c'est des voix à l'intérieur d'une voix, si on veut. Mais il n'y a pas de limite. Comme vous l'avez vu la dernière fois que je l'avais expliqué, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 10, 12. Il n'y a absolument aucune limite. La limite, c'est la communauté. Si la communauté vote pour vous et veut vous avoir là, vous allez rentrer là. C'est ça qui est merveilleux. Ah, Boaz, vous voilà candidat après une année du comité intérimaire. Non, mais N'est-ce pas, Boaz? vous avez une communauté extrêmement grosse. Je regarde vos événements, là, vous avez un potentiel énorme. C'est vraiment, là, moi, je le ferais à votre place. Là, ça serait vraiment, là. Puis tout ce qui est la partie apprentissage, commence à servir du Credential Manager parce que c'est... OK, je vais vous l'avouer, c'est extrêmement complexe, mais j'ai aucun problème à vous l'expliquer. Absolument aucun problème. C'est en réalité, bon, c'est un script. C'est un script et ce qui fait votre vote en réalité, c'est un smart contract de Plutus version 3 qui va activer le vote, dépendant de ce que vous choisissez. Le vote va être activé lorsque le NFT qui vit dans le smart contract va être dépensé. Le NFT qui est à l'intérieur de UTXO, lorsqu'il est dépensé, il trigger le vote. Et le moyen de le dépenser, c'est bien sûr d'utiliser les signatures multiples de votre organisation ou consortium selon les règles que vous auriez prédéterminées à l'intérieur du datum. Oui, du datum du UTXO. C'est complexe, mais ça s'explique là. Je peux. Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, j'étais en train de vouloir poser une question qui irait dans ce sens-là. Bon, disons que c'est vrai, on a une communauté assez grande et qui ne fait que s'amplifier, au fait. Par moment, on est limité par exemple, pour certains de nos événements, on est limité avec le nombre des gens. Mais techniquement, on peut assez facilement réunir 100, 150 personnes autour des Cardano. Mais bon, disons que tout le monde n'est pas technique, mais ben, ça peut le faire. Ça peut le faire, oui. En réalité, là, la partie la plus technique dans tout ce que je viens de vous raconter là, c'est la partie orchestration de la transaction. Celui qui va créer votre transaction de vote n'est pas forcément obligé de faire partie de votre organisation, mais la partie vote en elle-même n'est pas complexe, puisque en réalité, l'orchestrateur de la transaction va créer la transaction selon vos paramètres. Exemple, vous avez 3 actions de gouvernance. Bon, sur les 2 premières, vous voulez voter oui et la troisième, vous voulez voter non. Donc, l'orchestrateur va construire votre transaction et vous n'aurez tout simplement qu'à la vérifier si tout ce qui est à l'intérieur est selon ce que vous avez décidé, oui. Le vote, telle action de gouvernance, tel vote, etc. Et lorsque vous validez la transaction, vous la regardez, oui, c'est bien ça que je voulais, donc vous allez la signer avec vos clés de votre organisation, dépendant de qui vous choisissez. Et là, ensuite, vous retransmettez la transaction de Witness Transaction. En français, ça serait la transaction qui a été témoignée par votre clé, qui a été signée par votre clé. Vous la renvoyez à l'orchestrateur et l'orchestrateur va assembler la transaction et la soumettre. Ce qui est bien intéressant par rapport à ça et ce qui est fantastique, c'est que ce que vous signez doit absolument être ce qui est transmis à la blockchain. Donc, si moi, par la suite, je reçois la transaction que vous avez signée, je ne peux pas la modifier par la suite puis dire, bon, non, finalement, tel vote, c'était oui. Et ensuite, essayer de la transmettre puisque ce que vous avez signé, c'est ce que j'ai reçu. Si je la modifie, votre signature est plus valide automatiquement. Vous avez signé ce qui a été transmis, point final. Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est que l'orchestrateur de la transaction n'est pas forcé de faire partie de votre organisation.
Ça peut être quelqu'un qui a les compétences nécessaires pour le faire. Le plus gros du travail est à ce niveau-là. Celui qui va dépenser l'NFT et tout ça va le faire de façon extrêmement complexe, mais n'est pas forcément obligé de faire partie de l'organisation et ne peut le faire que si les signatures ont été fournies par l'organisation. Et le seul moyen que ce soit le cas, c'est que, bien sûr, vous autorisiez la transaction, donc que vous soyez en accord avec ce qui est écrit dedans. C'est complètement ouvert, là. C'est un fichier JSON, donc vous pouvez voir tout, à vrai dire, là. Et tout ça, je peux vous le montrer, sans problème. L'année prochaine, je suis supposé venir en Afrique. Je suis supposé faire la tournée de plusieurs pays et je vais prendre le temps qu'il faut pour que tout le monde le sache, sans aucun filtre. Donc, si vous désirez apprendre ça, je vais vous l'apprendre. Puis je vais m'assurer que c'est bien assimilé là, au mieux. Puis ensuite, ben vous, ce que vous pouvez par la suite, c'est retransmettre cette belle information-là à tout le monde en tant qu'éducateur, si ça vous plaît. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà fourni des witness d'une transaction, c'est le même principe. Prenez la transaction, vous la lisez, est en fichier JSON, donc complètement lisible. Et si vous êtes en accord, ben, vous utilisez une simple commande qui est Cardano CLI Transaction Witness et vous incluez votre clé et la transaction que vous allez valider et automatiquement ça signe et vous envoyez la transaction signée à l'orchestrateur. Et c'est pas sensible. Vous n'exposez pas votre clé privée quand vous faites ça. C'est ça la plus belle chose en réalité, c'est que cette transaction-là qui est signée, vous pouvez la partager plain text si ça vous tente, elle n'est pas modifiable. Puisque si elle est modifiée, elle devient valide automatiquement. Donc, la seule chose que vous pouvez faire en réalité avec ça, c'est la soumettre. C'est un système Je voulais qui est... demander, Oui, est-ce qu'on peut la signer off-chain? oui, Oh, la signature, on l'a fait off-chain. oui, 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 absolument. La signature, vous la faites off-chain et C'est- si vous êtes suffisamment bon, vous pouvez orchestrer la transaction au complet de A à Z off-chain. Vous Ah, pouvez... ok. Oui, 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 oui. Parce que, parce qu'au fait, vous voyez, par exemple, lorsque vous étiez en train de parler des clés, par exemple, si par exemple, mes credentials sont sur une machine euh, offline et Oui. que j'aimerais signer la transaction, je peux la faire là-bas et puis ramener les tout sur une machine qui est online et puis Oui, j'envoie le reste. vous prenez ce qu'on appelle le transaction body, donc la transaction non signée qui est construite par Ouais. l'orchestrateur avec tous vos votes, toutes vos choses que vous voulez faire, les liens vers vos encres et vos justificatifs de vote, pourquoi vous votez, blablabla. Tout ça est dans la transaction. Vous prenez ça, c'est le transaction body, je vous l'envoie, votre orchestrateur vous l'envoie. Ensuite, vous prenez cette transaction-là, vous la mettez dans votre environnement froid, là où vous pouvez la valider, la lire, la valider et la signer, toujours de l'environnement froid. Et ensuite, le fichier de la transaction signée, vous la prenez, vous la sortez de votre environnement froid, encore là, aucune clé exposée, et vous la soumettez ou vous la rendez à l'orchestrateur, puisque l'orchestrateur doit réunir tous les témoins. Vous n'êtes pas forcément tout seul. Hein. Peut-être vous êtes 4, 5, 6. Ben, tous ces gens-là qui ont signé doivent envoyer leur signature avec la transaction à l'orchestrateur qui, lui, va les réunir dans la transaction finale et la soumettre on-chain. Mais ce qui est quand même assez beau, c'est que l'orchestrateur lui-même peut orchestrer la transaction sur un environnement froid. Donc, moi, par exemple, je peux directement de mon environnement froid construire la transaction, y inclure à l'intérieur de la transaction les actions de gouvernance, les votes qui ont été faits, qui ont été formulés, etc., blablabla. Le hash,
le hash de vos clés de vérification pour m'assurer que ceux qui signent la transaction soient exactement vous. Je fais tout ça complètement offline avec la commande Transaction Build Raw. Je calcule moi-même les frais et tout ce qui est Execution Unit, mémoire CPU nécessaire pour runner le smart contract qui va servir à dépenser le NFT. Ensuite, une fois que c'est fait, je prends ma transaction offline et je vous l'envoie. Ça peut être plein de texte, aucun problème. Je vous l'envoie. Mais j'aime toujours bien les tunnels encryptés, là. Mais encore là, la méthode, c'est libre à vous. Et ensuite, cette transaction-là, vous allez la signer à l'intérieur de votre environnement foi et me fournir, ou fournir à votre orchestrateur, le Transaction Witness. Mais tout ce que je vous dis là, en réalité, si vous voulez, une fois que notre node va être construit, on peut le faire sur le testnet. Ça serait vraiment intéressant. Ouais. Je pense qu'on va essayer un peu de s'embrouiller avec durant un moment, oui. Oui, C'est intéressant. c'est très lourd, puis Euh, il y a aussi plein de je, méthodes. Oui. je l'ai dit personnellement pour moi, parce que je ne sais pas Oh, si les autres vont suivre les trucs. Mais moi, je suis vraiment très preneur. c'est complexe. OK? Pour le comité constitutionnel, c'est la sécurité de chez la sécurité de sécurité. OK? C'est vraiment très bien conçu. C'est conçu à un tel point que même si vos clés se font compromettre parce que vous les êtes faites voler ou parce que, je sais pas, moi, quelqu'un s'est introduit euh, à l'endroit où vous les storez, dans votre data center, peu importe, et vous les a volés physiquement, avec le reste de votre consortium, vous avez suffisamment de clés pour invalider celles que vous venez de faire compromettre et en réactiver d'autres. Donc, le voleur se retrouve avec absolument Ah, rien en réalité. ah oui. C'est pour ça que c'est plus intéressant de faire de la gouvernance en consortium que de manière individuelle. Oui, d'une certaine manière, oui. Un individu peut créer un petit peu le même genre de schéma, euh, mais ça reste plus complexe, puis ça inclut une cérémonie, là. Un petit peu comme les histoires d'Apocalypse, là, où il y a deux personnes qui doivent tourner la clé pour pouvoir peser sur le gros bouton rouge. C'est un petit peu le même principe. Mais ouais, Ah, on peut rotationner ces clés-là, là, puis ça l'ajoute une sécurité phénoménale puisque le fait de rotationner ces clés-là ne change absolument pas le script hash qui est utilisé on-chain comme représentant votre consortium. Donc, à l'intérieur de votre consortium, vous pouvez modifier tout ça autant que vous voulez, tant aussi longtemps que vous atteignez le consensus que vous vous êtes déterminé à l'intérieur de votre organisation. Exemple, 4 signatures sur 6 nécessaires, 5 sur 6, rendu là, ça vous appartient. Là. Euh, Nous, c'est sûr, le Cardano Atlantic Council, on a une charte qui est complètement disponible, donc tout le monde peut voir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur de notre organisation. Dieu merci, on est plusieurs à pouvoir orchestrer les transactions. Je fais partie de l'un d'eux. Mais oui, heureusement d'ailleurs qu'on est plusieurs parce que, oulala, le travail, je vous dis pas. Euh, mais bon, bref, je m'écarte un peu, mais c'est des choses que. C'est open source, encore là. L'outillage est open source. Ça s'appelle Credential Manager. C'est disponible dans le repository d'Intersec. Tout le tutoriel aussi. Bon, il est en anglais, mais il est à l'intérieur de là. Donc, toutes les explications sur Datum, Redeemer, comment activer la dépense du UTXO à travers le smart contract, qui est un smart contract de Plutus version 3, donc qui ne pourra être utilisé uniquement que durant l'ère de Conway, donc après Chang. Euh, à vrai dire, nos datums sont déjà disponibles sur le mainnet. On les avait partagés. On les a soumis déjà. Euh, reste bien sûr à les activer, là. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà oui, le node compile. ouais,
je voulais demander pour ce qui est de la sécurité, est-ce qu'il ne serait pas il serait pas pertinent, par exemple, pour un comité constitutionnel, bon, pour une organisation, un consortium, par exemple, pour les votes, vôtres, est-ce que on ne peut pas avoir, par exemple, un principe pour changer les credentials là, tellement on peut les modifier, est-ce qu'on ne peut pas les changer, disons, sur une période là pour juste des raisons de sécurité? Est-ce que ça, ce n'est pas possible? Ben oui, absolument. Ça dépend de votre organisation ou de votre consortium. Si vous décidez, exemple, à tous les 3 mois, on fait une rotation de clés. Et tous ceux qui possèdent des clés membres deviennent délégateurs et vice-versa. Là, vous venez de détruire absolument toute stratégie possible qui pourrait servir à vous les compromettre. Là. Parce que souvent, c'est long, ça nécessite de l'organisation, ça nécessite, bon, exemple, un réseau criminel organisé va essayer d'organiser quelque chose. Bon, je ne sais pas quel scénario, mais bon, bref. Et là, ça vient tout chambouler. Là, moi, mettons, Mike, là, j'ai des clés membres. Bon, ben, demain matin ou d'ici 2 semaines, whoop, là, soudainement, je suis plus un membre. Là, je suis rendu délégateur ou voteur. Aïe, aïe, aïe. C'est le bordel. C'est complètement le bordel. Et si une seule personne se fait contremettre ses clés, ben là, on en a 2 autres qui peuvent servir à invalider automatiquement celle-là. Et pendant ce temps, la personne qui les possède, qui les a volées, ne peut absolument rien faire avec, puisqu'on a besoin d'un consensus de 4, de 6 de ces clés-là pour réussir à le faire. Donc la personne est en possession de quelque chose dont elle ne peut pas se servir et dont probablement dans les 24 heures qui vont suivre va devenir complètement invalide. Et ça, c'est à tous les niveaux, là. Membre, délégateur, voteur. C'est sky's the limit. C'est Ouais, c'est là que je comprends pourquoi vous aviez dit l'autre fois que les outils au niveau du comité constitutionnel, c'est vraiment très, très bien conçu. C'est complètement impressionnant. Écoute, et tout ça, la beauté de tout ça, c'est que normalement, quand tu modifies tes credentials ou quand que tu rotationnes, souvent c'était la partie voteur, quand tu rotationnais ces clés-là, tu changeais de credential. Donc ton hash sur la chaîne changeait automatiquement. Puis ce que tu devais faire, c'est de prendre les clés froides et réautoriser tes nouvelles clés chaudes par sécurité. Mais là, c'est plus la même chose. Là, à travers ça, ton credential, c'est un script hash de Plutus version 3. Il ne change jamais. Puis à l'intérieur de ce smart contract-là, tu as un datum. Puis à l'intérieur du datum, toutes tes clés sont là. Puis c'est ça qui se modifie. Donc ton script hash ne change jamais. Mais à l'intérieur de ton datum, les constructeurs peuvent être modifiés. Puis la plus belle chose à l'intérieur de ça, c'est que chaque key hash est lié à un certificat OpenSSL, un certificat X509 qui est largement utilisé dans le web en ce moment. Donc, non seulement je peux rotationner mes clés, mais il y a moyen d'identifier qui a voté sur quoi pour absolument tout. Donc, Boaz a un certificat, Olivier a un certificat, Paul a un certificat. Donc, si tu votes, tu signes une transaction, je le sais que c'est toi qui as signé parce que je compare tes clés Cardano, le hash de tes clés de vérification Cardano, avec celle de tes certificats qui est exactement la même. C'est exactement la même, puisqu'OpenSSL et les certificats sont compatibles avec les clés ED 25519. Donc, tu peux lier les deux avec les mêmes clés privées. C'est à part de ce principe-là, c'est fantastique. Oui, bah excuse-moi. Désolé, je parle trop. Bon, c'est pas du tout grave. J'étais en train de demander si c'est toujours Cabal Configuration qui est en train Ça coupe beaucoup. de continuer. Est-ce que ça ne va pas nous faire dormir ici? En fait, il demandait si c'est Cabal Configuration qui est en train de tourner. Là, je pense que ce n'est plus lui. Non, attendez, là, ce qui est en train de fonctionner en ce moment? Oui, en fait, je pense qu'il a raté la dernière commande, les builds là. Ah, oui, ben, pas fini encore.
Là, en ce moment, c'est en train de construire. Oui, c'est ça. Il est en train de Cabal build le Cardano Node et le Cardano CLI au moment où on se parle. C'est ce qu'il est en train de faire. Oh, je pense que la Ah, commande, c'est vrai, c'est bien. yes. Je pense que la commande se trouve juste en dessous de celle qui est visible sur l'écran, techniquement. Dans le Euh, site, oui, dans le site des Cardano Developer. Je pense que c'est Oh, une oui, commande oui, qui oui, est oui, faite. oui. Ouais, Excusez-moi. On a ça ici. Mais ouais. bon, ils utilisent Cabal Build All. Je le fais plus comme ça. Parce que souvent, dans plusieurs versions du Node, ça incluait pas le Cardano CLI. Et les gens devaient toujours le reconstruire par la suite. Donc moi, je les fais les deux en même temps maintenant. Je fais Cabal Build, Cardano Node, espace, Cardano CLI. Là, je suis sûr à 100% qu'il construit les deux. Parce que Cabal Build All, bon, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Puis je me casse plus la tête. Moi, je veux les deux. Je mets les deux manuellement. Ça se construit à chaque fois et il n'y a pas de problème. Euh, oui, donc on attend après ça, tout simplement. C'est long. Euh, J'en suis conscient, mais c'est la manière comme ça. Sinon, ce qu'on peut faire, je vais peut-être l'expliquer rapidement en attendant. On va aller dans le repository d'Intersec. Et ce qu'on peut faire, c'est aller directement dans repository, ici, et dans Cardano Node. Et en bas, on voit ici les releases. Et là, on a la version du Node 9.0.0. On va cliquer là-dessus. Et si je scroll down, on a les fichiers exécutables directement ici, compressés, 120 MB. Donc, je peux cliquer bouton droit, faire copier l'adresse du lien et tout simplement utiliser la commande wget, télécharger ça directement dans mon instance, l'extracter et j'ai directement accès au fichier binaire pour avoir mon node et le CLI au lieu de le compiler comme que je fais là. Et par la suite, tout simplement déterminer bon, l'endroit où je vais storer mon database et là, ensuite, il va construire la blockchain que j'aurai choisie, dépendant du network ID que j'utilise. Soit le mainnet, pre-prod, qui est le testnet Magic 1, preview, testnet Magic 2, Sanchonet, testnet Magic 4, et le network privé dont personne n'utilise, mais qui est quand même disponible, testnet Magic 5. Je me sens très seul dans cette tête. Dans ce réseau-là. Mais Et il y a un testnet 5? oui, il y a un testnet 5. C'est un testnet privé d'IOG. Je pense qu'il y a 4 stake pools. Il y a moi, les 3 d'IOG. Les époques durent 2 heures et je crois que à vrai dire, c'est le premier endroit qui ont voulu tester le Chain Hard Fork parce qu'ils ont testé ça à peu près à 3 endroits différents. Là. La transition Ah, de l'ère Babbage à Chang et ensuite de Chang à Chang 2. ah, là c'est quand même assez compliqué d'aller. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire d'ici à part tester des trucs. Ben, à vrai dire, c'est pas nous qui contrôlons ça, puisque de Chang 1, non, à vrai dire, je vais remonter dans le temps, de Babbage, sur le mainnet, de Babbage, lorsqu'on va utiliser, on va embarquer dans Chang Hard Fork. Le Chang Hard Fork va être activé par les 7 clés Genesis. Parce que là, actuellement, au moment où on se parle sur le mainnet, c'est ça, c'est encore les 7 clés Genesis qui sont en possession de la Cardano Foundation, d'Emurgo et de IOG qui peuvent activer les hard forks ou modifier les paramètres du protocole, puisqu'on n'a pas encore de gouvernance. Donc, la première hard fork, c'est eux qui vont l'activer. Ils vont le faire uniquement lorsque tous les opérateurs ou une forte majorité d'opérateurs vont avoir la version du Node 9 ou supérieure. Donc, à partir de la version 9, c'est celle qui prend en considération les upgrades du Chang Hard Fork. Donc, ils vont attendre que, je crois, 70 à 85% de tous les nodes, oui, exact, 75%, bien dit,
de tous les SPO ont cette mise à jour-là, donc ont accepté de la compiler. Une fois que c'est fait, ils peuvent activer le Chang Hard Fork. Une fois que c'est fait, les clés Genesis, les 7 clés Genesis vont devenir aussi inutiles qu'une clé qui sert absolument à rien, qui n'a pas d'argent ou quoi que ce soit. Donc, ils deviennent automatiquement inutilisables. Et ce qui va décider et prédéterminer des changements du paramètre du protocole après le premier hard fork, c'est le comité constitutionnel qui est les 7 entités dont je fais partie, d'une d'elles, qui est, encore une fois, Emurgo, la Cardano Foundation, IOG, Intersec, le Cardano Atlantic Council dont je fais partie, le Cardano Eastern Council et le troisième c'était Japan, Cardano Japan Council, je pense que ça s'appelle. Donc on est 7. 7 entités au total, 4 consortiums et 3 compagnies qui va pouvoir, au Chang 1, modifier les paramètres du protocole en attendant que les DREP, à ce moment-là, à partir du Chang 1, les DREP vont pouvoir s'enregistrer on-chain. Donc, ça va être important si vous voulez être DREP. Vous enregistrez on-chain, vous faites votre publicité, vous pouvez recevoir des délégants, mais vous ne pouvez pas voter tant et aussi longtemps qu'on ne transitionnera pas à Chang 2. Et le Chang 2 peut être activé seulement avec les votes du comité constitutionnel et d'une majorité de SPO. Donc, on a besoin des deux. Et lorsque les SPO auront franchi leur threshold et le comité constitutionnel également, pour l'initiation du hard fork, qui est une action de gouvernance, à ce moment-là, on va tomber dans Chang 2, qui va activer le vote des DREP et là, la gouvernance va être officiellement activée et pleinement fonctionnelle sur Cardano. Donc, plus de clé Genesis, seulement un système de gouvernance fonctionnel, on le souhaite. Et voilà. Ah, c'est-à-dire on en a encore pour un moment. Le Chang 1, c'est très bientôt. C'est très, 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 très bientôt. En réalité, leurs attentes, c'est à peu près un mois. Ça, on peut le vérifier. C'est ça qui est le fun. Attendez un petit peu. Pendant que ça construit, là, on va aller. Si on va sur pooltool.io. Non, il manque un L. Pas pooltool. pooltool.io. J'aime bien ce site parce que ce que vous pouvez voir sur ce site, si vous allez ici dans l'onglet Network Health, vous voyez des pie charts. Sur les pie charts, vous voyez exactement par rapport à tous les relais à l'intérieur de la blockchain, vous voyez le nombre en pourcentage de relais qui ont la version 9.0.0. Donc, en ce moment, on a 30% de tous les relais qui ont la version 9.0.0 d'installer, qui sont prêts pour le Chang Hard Fork. Et ici, on voit, de ce côté-ci, tous les blocs qui sont produits à l'aide de la version 9. Version 8, c'est tout ce qui est avant la version 9. Et la version 9, c'est tous les blocs qui sont produits par la version 9. Hey, c'est déjà sur le bord de se terminer encore. Donc, on a 14% de Encore 15. tous les blocs qui sont Chang ready, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour que cela soit le cas, il faut que le block producer ait la version 9, pas simplement un relais. Donc, c'est encore très bas comme chiffre, mais lorsque ce chiffre-là va être supérieur à 75%, là, on va pouvoir commencer à parler d'initier le hard fork. Il y a beaucoup d'SPO que je connais qui attendent la version 9.0.1, puisque là, en ce moment, la version 9.0.0, on n'a pas de fichier Conway. Et le fait qu'on l'ait enlevé, ça nous oblige à
à revérifier la totalité des blocs jusqu'en date d'aujourd'hui, ce qui est une opération très lente et très longue. Et lorsque la version 9.0.1 va être actif, on va avoir un fichier Genesis de Conway, dans lequel, à l'intérieur de ce fichier Genesis-là, on va avoir le comité constitutionnel. Il va être directement rajouté dedans. Donc, lorsque le Chang va être activé, automatiquement, le fichier Genesis Conway va être considéré, ainsi que le comité constitutionnel par intérim qui est à l'intérieur de ce fichier Genesis-là aussi. C'est ce qui va faire notre entrée dans l'ère de gouvernance. Et de ce fait, automatiquement, cet update-là va nous obliger, encore une fois, à replay tous les foutus blocs de la blockchain. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais pas. Je sais pas, va falloir demander à ta maman tantôt. Oui, donc voilà. Encore moi qui parle trop. Non, je voulais demander, les Conway Genesis, euh, en quoi est-ce que ça consiste exactement? Oui, ok. Donc, lorsque vous avez terminé d'installer votre node, vous avez besoin des fichiers Genesis des différentes aires. À l'intérieur du fichier Genesis, le fichier Genesis contient les informations de chacune des aires et aussi, d'une certaine manière, le début de votre blockchain, puisque vous avez besoin d'une transaction Genesis pour commencer à construire votre chain, dépendant des nodes auxquels vous êtes connecté. J'ai ça, je crois, ici. Je vais juste... Oups. Bon, je dis pas bon. Environnement. Je les ai ici. OK. Donc, on pourrait, par exemple, Mainnet. Ou peut-être non, le SanchoNet serait un bel exemple. Ouais, très de site. OK. Donc, vous avez encore là les fichiers Genesis de chaque ère. Byron, Shelley Genesis, Alonso Genesis, qu'on va avoir besoin pour construire notre blockchain. Dépendant de la blockchain que vous construisez, ce n'est pas les mêmes fichiers Genesis. Comme sur SanchoNet, on n'a pas les mêmes que sur le mainnet ou quoi que ce soit, puisque ce n'est pas la même blockchain qu'on construit. Donc, ils vont produire pas exactement la même hash. Mais c'est un exemple que je te donne. Quand on va activer le Chang Hard Fork, le node va considérer le fichier Genesis de Conway automatiquement lorsque ça va se faire. Et à l'intérieur, ça c'est un exemple, à l'intérieur du fichier Genesis, on va avoir tous les paramètres de protocole de gouvernance que je vous ai expliqué déjà auparavant, incluant le Cosmodel de Plutus version 3, qu'on n'a pas encore, et à la fin de tout ça, le script hash de tous les membres du comité constitutionnel intérimaire, qui va automatiquement être entré avec le Chang Hard Fork. Donc, on va déjà être, je ne vais pas dire au pouvoir, mais on va déjà être là. Tout ce qui va venir par la suite, après le prochain Hard Fork qui va nous amener à Chang 2, qui va activer officiellement la gouvernance, lorsqu'on va y être, si quelqu'un veut entrer dans le comité constitutionnel, il va devoir le faire par une action de gouvernance Update Committee. Oh, est-ce qu'on est sur le bord de finir? Oh my god, la conversation va se terminer. Va falloir qu'on continue plus tard. Mais là, bref, le node se compile, donc je vais continuer là où on s'est arrêté. Donc, prochaine réunion, le node est compilé, on va juste continuer comme si ça venait de se faire terminer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va pour moi. Je voulais juste demander si la vidéo ici sera en ligne quand pour que les gens puissent l'exploiter Je pour vais ceux la qui voudront aussi compiler. build. Je vais la compiler immédiatement après. Donc, dès que c'est terminé, je mets ça et je compile et je la mets sur YouTube par la suite, probablement dans les 8 à 16 heures qui vont suivre. D'accord. Et je ne sais pas trop, est-ce que sur les serveurs Discord, est-ce qu'on a la possibilité d'inviter les gens directement? Oui, va voir dans Bien sûr. oui,
Va voir dans le channel annoncement. Le lien il est là. Mhm. Le lien est directement là. Sinon, je vais te l'envoyer en. Mais si tu check, vérifie dans annoncement, il y a Ouais. un lien permanent. Ouais. Ouais, je vais vérifier là-bas parce qu'il y a certains de nos collègues qui ne sont pas vraiment dedans et qui parfois sont là à nous poser les questions alors qu'ils pouvaient les poser directement à vous. Oui, 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 Ou, certainement. ouais. Pas de problème. D'accord. Merci Je vous énormément dis. pour les temps que vous prenez pour nous transmettre tout ça. Ça fait plaisir.